8-9 dans un panier neuf, 10-11-12, elles seront toutes rouges. Bravo, je crois que c'était au moins quelqu'un qui suit. Ou non, j'ai des enfants de 7 ans. C'est beaucoup plus facile. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à cette table ronde dont le thème est technicien de terrain, 2 points, gagner en performance et en efficacité, no limits, grâce à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée, la géolocalisation, l'intelligence artificielle and beyond. Et pour répondre à cette difficile question, j'ai le plaisir d'avoir 4 intervenants de taille internationale pour ce plateau. De gauche à droite, Jean de Broissia qui est... Bonjour. Bonjour. Ensuite, Stéphane Boutonnet. Bonjour. Nicolas Cubeau. Bonjour à tous. Et Vincent. Vincent, bonjour. Et bonjour. Alors, Vincent, vous êtes Senior Key Account Manager chez IFS. Pour ceux et celles qui, par mégarde, ne sauraient pas exactement ce que fait IFS, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement la mission de votre entreprise ? Oui, et donc IFS est un éditeur de logiciels d'entreprise qui adresse les fonctions finance, asset management et intervention terrain. Donc effectivement, d'où la discussion, avec une particularité quand même qui est d'adresser finalement l'ensemble de ces secteurs sur un seul et même produit. Donc on parle bien effectivement d'un seul produit, donc un seul data model, une seule base de données, pas de duplication de données, etc. C'est vrai que ça c'est assez unique sur le marché. Voilà, donc on est un petit peu plus de 4000 personnes, un petit peu plus d'une centaine en France, une société suédoise. Nous rapportons nos chiffres en couronne suédoise. C'est assez peu fréquent pour le dire. Voilà. Alors Vincent, je me suis laissé dire qu'on a vécu une période un petit peu particulière depuis 1 an et demi, mais j'ai rien vu. Mais il paraît qu'il y a eu des choses, les gens étaient un petit peu contraints, je sais pas. Est-ce que de votre côté, vous avez vu cette période un petit peu particulière accélérer certains mouvements, déclencher certains business, changer l'attitude des clients? Quel est votre regard là-dessus ? Oui, alors c'est évident que la crise sanitaire a changé quand même pas mal de choses. Du jour au lendemain, il a fallu mettre en place des modes de travail beaucoup plus collaboratifs, parce qu'on est tous au courant qu'on s'est tous retrouvés à la maison. Et puis effectivement, tous les gens qui intervenaient sur le terrain se sont retrouvés dans la situation d'être, j'ai envie de dire, soit pas pouvoir travailler, parce qu'ils ne pouvaient pas accéder au lieu, parce que dans certains cas, c'était fermé. Je mentionnais tout à l'heure tout ce qui est par exemple la sécurité incendie. Vous êtes censé aller utiliser vos perches pour aller regarder des capteurs de fumée, etc. Si les locaux sont fermés, voilà, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et puis après de l'autre côté du spectre, c'est vrai qu'il y a quand même eu cette fois-ci tous les gens qui travaillaient par exemple sur le médical, ou tous les gens qu'on a appelés effectivement la première, la deuxième ligne, qui du coup du jour au lendemain se retrouvent dans une situation compliquée parce que moins de ressources, moins d'accès effectivement du coup au back-office, donc aux ressources bureaux, et puis beaucoup plus de contraintes, un climat assez anxiogène également, donc déploiement de procédures de sécurité, etc., etc. Donc par rapport à ce qui s'est du coup déployé, effectivement, les outils cloud, c'est clair, on va pas... donc tous les outils, on va dire plus ou moins collaboratifs, qui permettaient de travailler, et puis après des tendances assez fortes, comme tout ce qui est le sujet du jour, donc la réalité augmentée, l'assistance à distance, toutes ces technologies qui finalement permettent d'avoir accès à une compétence, je dirais, à distance de manière assez simple. Alors, dans le travail des techniciens de terrain, il y a souvent besoin de capter des images, et alors ça tombe bien. On a Nicolas Cubeau. Nicolas, vous êtes président de iSnap. Donc pareil, pour les quelques participants qui ne sauraient pas ce que c'est qu'iSnap, pouvez-vous nous rappeler en 2 mots ce que vous faites ? Très bien, merci. iSnap, on a un éditeur logiciel spécialisé dans la reconnaissance d'images. Et en fait, nous, notre mission, c'est d'équiper les opérateurs terrain avec des applications mobiles très simples, basées sur la reconnaissance d'images, qui permettent d'avoir une information métier complexe de manière très simple à partir d'une photo. Alors, l'analyse d'image, c'est furieusement à la mode, on en voit partout, ça existe depuis déjà quelques années. Qu'est-ce qui est en train de changer dans ce domaine ?
Alors, ce qui change, c'est d'abord la capacité des mobiles. Voilà, les images, la qualité des images est nettement meilleure. La bande passante aussi des réseaux est nettement meilleure. Là, on a la 5G qui arrive, donc ça peut être des sources d'opportunités pour voilà, des sociétés comme la nôtre qui travaillent avec de l'image et de la vidéo. Et puis, on va dire, il y a aussi peut-être juste le contexte général où les métiers évoluent très vite. On a besoin de pouvoir en fait intégrer ces solutions de manière simple et rapide. Et voilà, nous, c'est vraiment notre cheval de bataille chez iSnap de déployer des solutions simples et très rapidement. Jean, bonjour. Alors Jean, vous êtes CEO de Praxedo. Alors les techniciens de maintenant, ça fait des interventions, c'est un petit peu le principe. Qu'est-ce que fait Praxedo sur ce sujet ? Alors nous, on est un éditeur de logiciels ultra spécialisé puisqu'on édite une plateforme SaaS de gestion d'intervention. Donc on est dédié à ce qu'on appelle en anglais le Field Service Management. Et c'est notre seul métier. Donc on édite une plateforme qui regroupe aujourd'hui plus de 1000 clients, plus de 40 000 utilisateurs. Et donc on adresse des entreprises qui ont des techniciens terrain, qu'on équipe d'une solution mobile qui fonctionne sur tout type de terminaux mobiles, smartphones ou tablettes. Et l'idée, c'est d'échanger des données entre le terrain et le back-office, notamment les dispatchers, les personnes qui sont dans l'entreprise, qui organisent et qui suivent le travail sur le terrain. Donc Praxedo, c'est une société française. On est aujourd'hui 140 personnes, voilà, en croissance forte. Alors, sur le thème de la table ronde, on parle de technologie, réalité virtuelle augmentée, géologue et autres IA. L'IA, tout le monde en fait. Est-ce que vous aussi, Praxedo, vous utilisez cette nouvelle technologie ? Bon, je pense qu'il faut dissocier le marketing de la réalité. C'est-à-dire que nous, on est très proche des usages. Notre objectif, c'est pas de développer des prototypes ou des éléments marketing pour faire rêver les clients. On est plutôt dans une approche où on développe des usages concrets qui peuvent être utilisés aujourd'hui par nos clients sur les terminaux et avec les réseaux actuellement disponibles. Donc c'est vraiment le positionnement de Praxedo. Dans nos clients, on a à la fois des grands comptes, très grosses boîtes, et puis type CAC 40 avec plusieurs milliers de techniciens. Puis on a aussi beaucoup de PME, voire de TPE. Et l'idée, c'est vraiment de démocratiser les technologies pour toutes ces entreprises. Alors, je dirais que sur l'intelligence artificielle, derrière ce terme chapeau, se cachent des choses qui existent depuis longtemps, en réalité. Je veux dire, on fait depuis longtemps de l'algorithmie dans tout ce qui est optimisation de tournée, par exemple. C'est pas un secteur nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et que chez Praxedo, on fait depuis longtemps. Aujourd'hui, on peut appeler ça de l'intelligence artificielle, mais ça reste quand même des technologies qui existaient il y a déjà 5 ou 10 ans. On a d'autres axes sur la géolocalisation, par exemple, qui est un secteur bien particulier. Nous, on va plutôt s'intéresser à localiser des moments particuliers. On n'est pas dans le suivi du véhicule à proprement parler du technicien, mais plutôt sur le fait de pouvoir géolocaliser des moments stratégiques de la journée d'un technicien. Donc typiquement, géolocaliser une signature pour s'assurer que la signature qui a été faite était bien à tel endroit, à telle heure. Parce que quand vous géolocalisez, vous pouvez récupérer aussi l'heure exacte, donc la preuve, l'horodatage d'une signature. Vous pouvez aussi géolocaliser des moments, c'est-à-dire j'arrive sur site, je pars, pour être capable de prouver que le technicien était bien là à telle heure. Il faut savoir qu'on est dans un secteur où il y a beaucoup plutôt une relation tripartite où nos clients souvent s'équipent de Praxedo aussi pour rendre compte de ce qu'ils font auprès de leurs propres clients. Il y a ce qu'on appelle des SLA, c'est-à-dire que souvent nos clients ont vis-à-vis de leurs clients des garanties de temps de rétablissement très strictes. Je dois intervenir sous 2 heures, sous 1 heure. Et donc je dois être capable de prouver ce genre d'événements. Voilà. Et puis après, juste pour compléter et conclure, sur l'intelligence artificielle, on voit arriver de nouveaux usages, notamment sur la photo. Nous, on y croit beaucoup. On a toujours eu nos clients ont toujours eu un très gros usage de la photo sur la plateforme Praxedo. Très souvent, la photo était faite pour attester, typiquement faire une espèce de check-in de début d'intervention ou check-out de fin d'intervention ou prouver une pièce détachée défectueuse. Je prends la photo pour montrer qu'elle était défectueuse. Et donc, on a des clients qui réalisent plus de 10, 20, 30 photos par intervention. Et ce qu'on voit arriver maintenant sur la thématique de l'intelligence artificielle, c'est beaucoup d'analyse sur les photos pour être capable
à partir d'une photo, juger de la qualité de l'intervention qui a été réalisée. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, pouvoir dire au technicien, non, il y a un truc qui déconne, le fil il n'est pas au bon endroit. Donc l'exemple que je donnerais typique, c'est dans les télécoms. On le voit beaucoup maintenant dans les télécoms. C'est je prends une photo à la fin de mon intervention d'une installation et l'algorithme, enfin l'intelligence artificielle va me dire, a priori, il y a tel câble qui n'est pas au bon endroit, il faut le repositionner à un autre. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge. Exactement. On revient toujours à ça, hein, les basiques, les fondamentaux. Alors, on a parlé de géolocalisation, on a parlé d'intelligence artificielle. Nicolas a prononcé le mot 5G. Alors, est-ce que la 5G, ça va être le nirvana complet pour vous? Disons que plus le réseau est rapide, mieux c'est. Je veux dire, on est passé de la 3G à la 4G, maintenant c'est la 4G à la 5G. Je ne peux pas dire que ce soit une révolution, c'est-à-dire que nous, on croit beaucoup dans cet univers col bleu au offline. Pour nous, le offline, c'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que même si le réseau, aujourd'hui, est globalement à peu près partout, il y a quand même toujours des zones blanches au 3e sous-sol ou dans des zones à la campagne, à la montagne, où le réseau n'est pas dispo. Et donc, ce qui est essentiel, c'est que le technicien ait toujours accès à son applicatif mobile. Et donc, l'application mobile, elle fonctionne offline, quelle que soit la qualité du réseau. Et donc ça, nous, on pense que ça a beaucoup de valeur, notamment sur des utilisateurs col bleu qui sont par définition par définition, je ne sais pas, mais en tout cas qui ne sont pas forcément technophiles, qui sont plutôt pressés et qui veulent que ça marche tout de suite, donc qui n'ont pas le temps d'attendre. Voilà. Donc je dirais que c'est l'asynchrone, ça n'apporte rien l'asynchrone, ça apporte à des use cases synchrones du type vidéo assistance, ça a du sens, c'est-à-dire pouvoir aider le technicien à distance. Dans notre secteur d'activité, il y a quelque chose de très important, c'est cette capacité du technicien à fixer un problème dès le premier rendez-vous, c'est-à-dire ne pas avoir à renvoyer un technicien plusieurs fois. Et c'est sûr que si jamais le technicien n'a pas la compétence, pouvoir l'assister avec de la vidéo pour lui descendre cette compétence et faire en sorte qu'il réalise l'intervention avec succès dès le premier rendez-vous, ça c'est important. Donc ce genre d'usage sera permis par la 5G. Ok. Alors on parle de mobilité, on a parlé de terminaux mobiles, mais la mobilité c'est aussi un véhicule. Et là, j'ai envie de dire bonjour Stéphane. Alors bonjour. Stéphane Boutonnet, vous êtes directeur commercial France de Quantic. On va parler un petit peu voiture, un petit peu bagnole, quoi. Qu'est-ce que fait Quantic? Quantic, je dirais, c'est le téléphone portable du véhicule en remplacement du téléphone portable du technicien. On fournit des solutions pour connecter, donc ça va de la collecte de données du véhicule, position GPS, information du tableau de bord, jusqu'à interagir avec le véhicule, faire ouvrir, fermer, lever l'antidémarrage pour des fonctions d'autopartage. Voilà. C'est une société française qui a été lancée en 2003, dans laquelle Valeo a pris des participations, puisque le secteur de la voiture connectée est en plein boom. Et donc on voit les grands acteurs investir ce marché. Alors, parlons un petit peu de techno. Quels sont les grands types de technologies que vous utilisez dans vos solutions, Stéphane? Alors, on a déjà un boîtier communicant, donc je dirais quelque chose qui se rapproche de la téléphonie mobile. On a également un émetteur Bluetooth, justement, pour les problématiques de offline. Hein. Votre véhicule peut être garé en 5e sous-sol, être en zone blanche. Dans ces cas-là, il faut quand même toujours pouvoir l'ouvrir avec un smartphone. Donc là, on fonctionne en Bluetooth. Et après, on peut avoir un système tout simple de badge. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui ne donnent pas toujours un téléphone mobile à leurs salariés. Et donc, on peut très bien utiliser le badge professionnel pour interagir avec le véhicule. Donc, j'ouvre et je ferme mon véhicule, mais il y a un truc qui est assez innovant, c'est ce que vous appelez l'in-car delivery. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout à fait. Alors, c'est en développement. Moi, j'y crois énormément et j'en ai discuté avec beaucoup d'entreprises, des ascensoristes. Prenons 2 minutes pour expliquer ce que c'est, Stéphane. Alors, c'est de combiner cette technologie pour un cas particulier. C'est au lieu de livrer votre matériel dans un relais colis ou dans un entrepôt, vous le livrez directement dans le camion. Vous avez des ascensoristes qui testent ça aujourd'hui dans le sud de la France. Également en Allemagne, où on a un client avec plus d'une centaine de voitures qui a organisé ses tournées de cette façon-là. Et il y a énormément de bénéfices. Bon, déjà, vous avez besoin de moins d'entrepôts pour pouvoir réaliser votre livraison. Vous avez une meilleure sécurité de l'approvisionnement des pièces, moins de kilométrage parcouru pour les véhicules et donc une facilitation à aller vers de l'électrique sur des VU où on sait qu'aujourd'hui les performances techniques ne sont pas encore au niveau des usages.
Ça veut dire que le technicien autorise l'accès à son propre véhicule de la part d'un tiers, un autre livreur de matériaux, de pièces détachées, que sais-je. C'est exactement ça, c'est-à-dire que le technicien autorise l'envoi de sa position GPS à celui qui va organiser la tournée. À partir de là, il prend en compte cette position pour que ce soit le nouveau point de livraison. Et en fait, le livreur, aussi bien avec son PDA ou avec une application mobile, est à même de géolocaliser le véhicule dans lequel il doit faire les livraisons et ouvrir les portes du coffre. Génial. Alors Nicolas, on a parlé d'intelligence artificielle. Vous êtes au cœur de ça, hein, parce que l'analyse d'image, c'est un petit peu votre métier. Hein. Donc, quelles sont les technologies, les algorithmes que vous mettez en place? En fait, moi, je rejoins vraiment ce que disait Jean. C'est-à-dire qu'on est très orienté usage. Donc, on développe en fait des technologies qui sont vraiment centrées sur le besoin de l'utilisateur. Donc, évidemment, nous, notre job, c'est la computer vision. Donc, on a développé un certain nombre d'algorithmes qui servent certains usages. Le mode offline, en fait, dont parlent les gens, est extrêmement important pour nous. On travaille entre autres dans le nucléaire. Donc là, voilà, c'est des domaines où il n'y a pas de réseau et le technicien et l'opérateur de maintenance, il a besoin d'avoir son app qui fonctionne. Donc on développe des technologies qui peuvent être embarquées sur le mobile. Et après, en fait, la reconnaissance d'image, le mot paraît assez simple. Il y a plein de différentes technologies autour de la reconnaissance d'image. On parle beaucoup de reconnaissance faciale, donc ça, typiquement, nous, c'est des choses qu'on ne fait pas, qui ne nous intéressent pas. On est plus sur des technologies d'intelligence artificielle type deep learning, en fait, pour reconnaître très finement des objets 3D. D'ailleurs, vous êtes tous invités à passer sur notre stand D9. Ils le feront. Des démonstrations de vannes, en fait, qui sont très proches visuellement et qu'on arrive très bien à discriminer. Et puis à côté de ça, on développe des applications plutôt basées sur de l'OCR, donc pour reconnaître des repères fonctionnels, par exemple dans les centrales nucléaires. Et puis on a d'autres types de technologies, plutôt 2D. Donc en fait, nous, notre approche, c'est vraiment une approche plus business to tech. Vraiment, on ne fait pas de la techno pour de la techno, mais on fait vraiment de la technologie pour déployer des nouveaux usages, en fait. Alors, quand on parle d'IA, on a souvent un effet porc-épic en disant mais où sont les données? Est-ce que c'est souverain? Est-ce que c'est éthique? Alors là, je vous le livre en vrac. Où sont les données? Est-ce qu'elles ne peuvent pas être happées par des méchants? Alors, déjà, les données, il y en a beaucoup chez nos amis américains, là, chez les GAFA, voilà, Google, Amazon, etc., qui vont proposer des solutions sur étagère. Nous, en fait, un des aspects sur lesquels on essaie d'apporter on va dire une valeur, c'est vraiment sur comment la garantie que les données, déjà, elles sont chez nous, elles sont hébergées en France ou en Suisse. Voilà, donc il y a cette garantie par rapport au Patriot Act, par exemple, sur des données qui seraient hébergées aux US. Et puis après, nous, nos clients, en fait, c'est eux qui restent les maîtres de leurs données. Nous, on est là pour, à nouveau, les aider, générer de la donnée à partir de l'image. Mais c'est toujours nos clients, en fait, qui ont la main sur leurs données et puis qui les pilotent, quoi. Stéphane, même question pour vous. Vous avez donc des données qui sont dans les véhicules. Les véhicules, c'est mobile. Pareil, où est-ce que vous centralisez les données? Est-ce qu'elles sont accessibles à n'importe qui ou au contraire, on-prem, quelque part dans un coffre-fort? C'est des données très sensibles, vous imaginez bien. Et donc du coup, pour nous, il est primordial qu'elles soient stockées en France. Donc aujourd'hui, on a des serveurs dédiés avec toute la sécurité et les normes qui conviennent. Puisque derrière, ça peut être des données constructeurs. C'est-à-dire que nos données collectées sont à la fois utilisées par nos clients ou également utilisées par les constructeurs lorsque c'est des vieux modèles sur lesquels ils n'ont pas encore de solution première monte. Et c'est maintenant clé pour nos grands clients pour lequel ça fait partie des critères de. Ça me rappelle qu'on n'a pas parlé de la première monte, il y a la deuxième monte et c'est quand même un sujet important.
Alors oui, petite particularité de notre métier, c'est que on a le sentiment qu'une voiture, ça pourrait être comme un ordinateur, mais ça n'en est pas un. Et donc la courbe d'équipement est assez longue. On a des constructeurs qui sont plutôt devant, donc type, on dit plus PSA, on dit Stellantis, où maintenant c'est assez généralisé. Les véhicules arrivent livrés avec un équipement de télématique. Et puis il y en a d'autres qui pour l'instant n'ont pas encore mis en place les infrastructures, et donc dans ces cas-là on installe un boîtier dit de seconde monte, donc soit en sortie d'usine, soit directement chez le client, et donc toutes ces données sont ensuite stockées dans un cloud, donc soit chez le cloud du constructeur, soit dans notre cloud, donc en fonction des types de boîtiers de collecte. Et derrière, c'est accessible soit via des plateformes SaaS, soit via des modes API pour pouvoir alimenter des systèmes d'info clients. Alors Stéphane, parlons un petit peu exemple client. Quels sont les clients, quelques exemples de clients que vous avez le droit de citer qui utilisent vos technologies? Alors, le premier qu'on peut citer, c'est Free2Move. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la marque de mobilité de Stellantis. Et donc aujourd'hui, Free2Move commercialise à destination de ses clients entreprises des solutions de télématique, d'autopartage. Et donc derrière, c'est nos solutions qui sont en marque blanche. On peut avoir aussi des clients institutionnels. Alors, il y a le CHU de Toulouse qui est en expérimentation. Ils ont énormément de véhicules qui se déplacent d'un site à un autre. Donc, ils l'utilisent pour plusieurs choses, ne serait-ce que d'identifier qui conduit le véhicule. Ils pouvaient avoir 150 000 euros d'arriérés de PV par an. Donc, maintenant, ils ont énormément réduit cette partie-là. Pareil au niveau carburant. Et là, ça va jusque dans les plans de mobilité où ils réalisent que peut-être certains véhicules pourraient être remplacés par des triporteurs électriques plutôt que d'avoir des fourgons, des fourgonnettes. Et ça va jusqu'aux très petits clients. Ça peut être une menuiserie locale qui a juste besoin de suivre la tournée de ses artisans. Alors Nicolas, vous avez aussi un spectre large de clients. Parmi ceux-ci, lesquels pouvez-vous citer ? Alors effectivement, il y a un certain nombre de projets ultra confidentiels sur lesquels on ne peut pas trop communiquer. Ce qui est intéressant, c'est que l'image, on en retrouve partout. Donc effectivement, on a un spectre qui est très large. On travaille par exemple avec des horlogers de luxe en Suisse, plutôt pour la fonction service client, voilà, pour arriver à retrouver précisément un modèle de montre dans un catalogue de milliers de références, donc en moins d'une seconde à partir d'une photo. Et puis à côté de ça, on travaille aussi, j'en ai parlé un petit peu dans le nucléaire, donc c'est vraiment un environnement qui a absolument rien à voir, ce qui fait que notre métier est aussi passionnant, parce qu'on aide... Les pièces sont un peu plus grosses quand même. Les pièces sont souvent un petit peu plus grosses, les environnements de travail un peu moins sympas aussi, un peu plus contraints. Donc voilà, nous, comme je disais tout à l'heure, notre objectif, c'est vraiment de nous adapter en fait à ces contraintes métiers de nos clients. Donc peut-être dans le nucléaire, qui est pour moi un cas intéressant, parce que voilà, on parlait de col bleu tout à l'heure, on est vraiment sur ces métiers très opérationnels, et puis avec des gens qui sont dans des milieux très contraints. Donc dans le nucléaire, on a plusieurs. Donc on travaille avec des gros prestataires d'EDF. Donc on travaille sur des sujets autour de la maintenance, par exemple, pour savoir si une vanne que j'ai à changer, elle est en stock, en cours de réapprovisionnement, etc. Donc on prend une photo de la vanne et puis en moins d'une seconde, on a l'info. On travaille aussi dans le nucléaire sur un projet, pareil, qu'on pourra vous détailler un peu plus plus précisément avec nos deux partenaires là qui sont là, Total Image et puis Inotech, donc sur un robot en fait d'inspection qui est équipé d'une caméra 360 avec nos algorithmes d'intelligence artificielle dedans, et qui a vocation en fait à scanner une centrale plutôt dans des cas de démantèlement. Et donc là, l'avantage, c'est que c'est le robot qui se prend la dose et pas l'humain qui vient inspecter le lieu. Moche. Donc on pense qu'on crée aussi de la valeur à ce niveau-là, quoi. Alors, quand on a préparé cette intervention, je me dis, mais iSnap, c'est bien, mais des solutions d'analyse d'image, il y en a pas mal, et notamment chez les GAFAM, qui en font un business énorme. Donc, comment une société robuste et dynamique comme iSnap peut-elle résister aux sirènes des Amazon, Google et autres Azure ?
Alors, c'est vrai que c'est une bonne question. On l'avait un petit peu préparée, mais c'est une très bonne question. En fait, on a déjà un petit peu répondu avec le sujet autour de la data, hein, c'est-à-dire que vraiment, c'est un sujet sensible, c'est-à-dire que un des problèmes avec Amazon, Google et les autres, c'est que on ne sait pas du tout où nos données vont atterrir et comment elles vont être traitées. Donc nous, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut garantir. Un autre avantage pour nous qui est important, c'est que nous, on a vraiment un positionnement sur mesure, c'est-à-dire que voilà, vous allez prendre les technologies. Alors évidemment, on connaît tous la capacité et puis ces technologies Google, par exemple, sont effectivement absolument incroyables. C'est des technologies sur étagère. On va mettre la carte de crédit. Par contre, si pour X ou Y raison, ça fonctionne pas comme on veut, on ne peut pas y faire grand-chose. Donc nous, on apporte vraiment ce côté sur mesure et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que sur des périmètres restreints, c'est-à-dire voilà, on parlait des vannes, on parlait de montres, en fait, notre technologie est plus performante que la technologie Google, par exemple, dans le même domaine. Et dernier avantage, en fait, on a développé aussi une technologie d'IA qui permet d'avoir d'excellents résultats avec très peu de photos. Donc, contrairement aux technologies Amazon ou Google qui demandent des centaines d'images pour avoir de bons résultats, donc nous, on peut s'affranchir de cette contrainte, en fait. C'est les small data, c'est le contraire de la big data, vous. Exactement. Small but efficient. Small beautiful. Alors Jean, aussi sur ce secteur, il y a quelques poids lourds. Comment est-ce que, quels sont vos clients emblématiques? Alors déjà, j'achète la techno qui permet d'analyser les photos avec peu de photos, Oui. parce que c'est un des sujets que l'on a sur un certain type d'usage, c'est qu'en fait, cette intelligence artificielle à base de photos, donc ce qu'on appelle le computer vision, nécessite en fait une énorme quantité de photos pour que le modèle puisse réellement apprendre et entraîner le modèle. Et souvent, nous, ce qu'on constate, c'est que dans nos usages, malheureusement, les cas d'usage qu'on va avoir avec nos clients sont avec un nombre de photos plus limité qui, du coup, dégrade la performance des algorithmes. Donc il faudra qu'on en discute offline après, mais ça m'intéresse d'en parler avec toi. Et donc sur nos clients, écoutez, aujourd'hui on a plus de 1000 clients, donc ils sont à la fois en France et à l'international. C'est des clients qui ont la particularité tous d'avoir des techniciens terrain, c'est vraiment notre positionnement, à la fois des grands comptes et des PME. Notre plus gros secteur d'activité, c'est le secteur des télécoms, mais qui est certainement le secteur le plus mature en fait dans le monde du field service. Il faut savoir que le field service, enfin le monde des techniciens terrain, c'est un monde qui est couvert aujourd'hui à peu près à un tiers. C'est-à-dire que le marché adressable est 3 fois plus important que le marché adressé. Parce que on est dans un environnement, déjà c'est des technologies qui sont relativement récentes, il y a une certaine inertie, faut dire, dans ce genre d'entreprise. C'est un univers col bleu, donc c'est plutôt les parents pauvres, ils se sont équipés après les commerciaux, notamment en termes de field. Et donc on voit qu'il y a une généralisation en fait de l'usage, on voit une accélération dans toutes les entreprises de ce type de technologie. Mais effectivement, les télécoms étaient à la pointe. Donc on réalise aujourd'hui à peu près un tiers de notre activité dans les telcos. Notamment en France, on travaille beaucoup avec les sous-traitants d'Orange, avec SFR, avec Altitude, enfin avec différents opérateurs télécoms. Et donc ce qui est intéressant dans cette chaîne de valeur, il faut savoir que la chaîne de valeur des télécoms en France, c'est une chaîne d'excellence parce qu'on a un secteur des télécoms qui est ultra compétitif quand on compare avec les pays, nos pays amis proches de nous, l'Allemagne, les États-Unis, même l'Angleterre. Les prix des télécoms en France sont hyper bas. Et donc, quand vous êtes un opérateur télécom, vous avez une pression sur vos marges et sur la qualité de service qui est juste dingue. C'est-à-dire qu'en France, il faut aujourd'hui exécuter les opérations à moindre coût et avec une qualité de service parfaite, parce que très souvent, vous gagnez ou vous perdez des clients sur la qualité de service. C'est là où la différence se fait. Et donc, il y a une très grosse pression sur les opérations terrain pour que les techniciens soient efficaces, interviennent à moindre coût, mais aussi avec une très grande qualité. Donc, notamment, il y a beaucoup de sous-traitance. Très souvent, le technicien qui intervient, in fine, ce n'est pas le technicien d'Orange, ce n'est pas le technicien d'SFR, mais c'est un technicien sous-traitant, et donc qui a besoin d'être piloté via des usages logiciels.
justement ce que je disais tout à l'heure sur les SLA, la qualité de service du sous-traitant, il va falloir que le donneur d'ordre, donc par exemple Orange, soit capable de la mesurer en temps réel. Et je vais vous donner un exemple de quelque chose qui existe, mais qui est très pertinent dans le monde des télécoms. C'est un technicien qui intervient pour réparer votre box à la maison. À la fin de l'intervention, via Praxedo, il va pouvoir déclencher un essai, c'est-à-dire qu'il peut, depuis son smartphone, déclencher un essai chez l'opérateur, et l'opérateur va pouvoir ensuite automatiquement pinguer votre box pour vérifier et pour que votre box puisse lui dire ça va, je suis réparé, ou non, je suis toujours en panne. Et à ce moment-là, ça va renvoyer un code retour dans le formulaire du technicien qui va lui permettre de clôturer son intervention ou pas, et qui va lui dire potentiellement non, finalement j'ai toujours un problème, donc continue à investiguer, parce qu'encore une fois le one time fix rate, comme on dit en anglais, le fait de fixer le problème au premier rendez-vous, c'est vraiment ultra stratégique dans cette chaîne de valeur. Voilà, mais à côté des télécoms, on a beaucoup d'usages dans d'autres secteurs d'activité, tout ce qui touche au réseau, les réseaux d'électricité, les réseaux d'eau, c'est des secteurs très forts chez nous, tout ce qui touche à la maintenance de l'équipement, des bâtiments, donc les portes automatiques, les climatisations, les chauffages, les systèmes d'aération. Et on voit arriver notamment dans le bâtiment beaucoup d'IoT. Il y a vraiment un gros usage sur l'IoT et qui est en train de se développer à vitesse grand V pour pouvoir... alors l'usage basique de l'IoT, c'est le déclencheur on-off, c'est-à-dire j'ai un problème et j'envoie une alerte pour déclencher une intervention. Mais on a aussi potentiellement des usages plus élaborés de l'IoT où l'équipement va renvoyer au fil de l'eau des informations qui montrent qu'un problème est en train de se construire, et donc potentiellement qu'il faut envoyer un technicien pour faire du préventif avant de basculer dans le curatif, avant de basculer dans la panne. Et ça, c'est un gros axe de R&D dans notre secteur. Vincent, je reviens vers vous. On parle de technologie. Tout le monde dit que la technologie évolue, tout va bien. Est-ce qu'il reste encore quelques freins, alors qu'ils soient psychologiques, réglementaires, techniques, au déploiement généralisé de solutions de travail à distance ? Alors, je ne sais pas si pour la partie travail à distance, mais en tout cas pour effectivement, donc tout ce qui est la gestion d'intervention en règle générale. J'ai envie de dire, effectivement, c'est des choses qui se développent énormément. Enfin, effectivement, le marché est en explosion sur le sujet. Les technologies sont là, que ce soit effectivement des technologies de reconnaissance d'image ou même, en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais tout ce qui est IA, machine learning, etc., c'est des choses qu'ils utilisent au quotidien, en fait. Sans le savoir. J'ai envie de dire, sans le savoir, vous l'utilisez, mais il y en a partout, en fait. Et donc, évidemment, c'est des choses qui se déploient. J'ai envie de dire, sur les grands facteurs de frein, ça sera peut-être l'acceptation dans certains cas au niveau des utilisateurs finaux. C'est-à-dire que ce qui est réellement très important, j'imagine que vous l'avez compris, c'est au final, il faut que la solution, elle permette au technicien de mieux faire son travail. Par le passé, il y a eu trop de situations où on a imposer des choses à des techniciens en disant voilà, donnez-moi, j'ai besoin de telle information pour remplir mon document financier, machin, etc. Donnez-moi tout ça. Et au final, le technicien, ça ne l'aide pas. Par contre, le technicien, avoir tout le temps l'information, j'en sais un, moi, que ce soit la documentation ou l'automatisation de reconnaissance de l'intervention qu'il a fait. Donc, quand il prend sa photo de son armoire télécom, quand ça lui dit donc tu t'es planté là, effectivement, il fallait que tu ailles sur le B4 et là tu es sur le E4, donc tu t'es planté, remets-le, et ça il a le retour instantané, ça l'aide à faire son travail. Quand effectivement il se retrouve dans une situation où c'est un petit peu dangereux, il est capable du coup de faire de l'assistance remote, d'avoir quelqu'un qui va lui dire donc là il faudrait mieux que tu fasses comme ci, comme ça, ou bien écoute, annule ton intervention maintenant, tu t'en vas, etc. Tout ce genre de cas d'usage sont effectivement des cas d'usage qui lui facilitent la vie, pour lequel le technicien comprend. Je ne sais plus qui c'est qui le disait, mais effectivement le service a ce site particulier qu'on adresse deux types de populations très différentes. Donc des gens dans des bureaux, effectivement, qui sont, j'ai envie de dire, tranquilles sur la chaise, etc. Et des gens qui sont sur le terrain, qui doivent trouver une réponse. Le first time fix rate, qui était mentionné effectivement, c'est un indicateur extrêmement fort de performance d'entreprise. Et ce first time fix rate, j'ai envie de dire, c'est le technicien au courant. Je ne connais pas de technicien qui veut repartir de son client avec la machine qui ne marche pas.
tous les techniciens veulent résoudre le problème. Ce sont tous des gens de bonne volonté. Par contre, c'est des gens qui effectivement ont autre chose à faire que de s'amuser à taper, chercher des trucs sur un ordinateur. Ils veulent avoir automatiquement, j'ai envie de dire, l'information qui leur vient dessus. Une des problématiques qu'on voit souvent, c'est dans de la... J'ai envie de dire, le but n'est pas de faire quelque chose de péjoratif, mais de la pseudo-digitalisation où on va mettre par exemple des contrats en format PDF sur un serveur de fichiers. Bon, bah, c'est super, le fichier est accessible à tout le monde, mais au final, ça ne sert à rien. Par contre, effectivement, être capable d'en extraire l'information, soit via des techniques d'OCR, avec des techniques d'analyse derrière, soit effectivement renseigner au sein du système quelles sont les obligations qu'il va y avoir, vont amener l'information, l'automatisation aux techniciens. Et ça, du coup, ça va permettre d'avoir une adoption. La vraie problématique dans ce genre de technologie, c'est l'adoption. Et le technicien de service, c'est pas qu'il est méchant, c'est pas qu'il est bourru, c'est juste qu'il a autre chose à faire. Et donc, quand on lui donne quelque chose, il faut que ça marche. Si ça marche pas une fois, bon bah écoute, t'es bien gentil, mais ton truc, tu l'améliores. Ça marche pas 2 fois. Voilà. Et la 3e fois, j'ai envie de dire, bon ben voilà, c'est bon, écoute, t'es gentil, ton truc, tu le remballes, et puis tu me rappelles quand ça marche. Le technicien est un peu bougon quand même. Hein. Ben, c'est pas qu'il est bougon, c'est juste que lui, il a autre chose à faire. C'est pas son métier, c'est pas son truc, il faut que ça fonctionne. Et puis, imaginez-vous dans sa situation, en fait. Vous êtes devant une machine, vous êtes censé faire quelque chose, voilà, c'est une machine qui est censée, j'en sais rien, être connectée en IoT, et là, vous n'arrivez pas à avoir le code erreur. Le système, pour une raison X ou Y, vous renvoie pas le code erreur. Donc, s'il n'y a pas le code erreur, qu'est-ce que vous faites ? Vous n'êtes pas capable de faire votre travail, donc ben, j'ai envie de dire, voilà, vous n'êtes pas content. Et le technicien, c'est pareil, quoi. Donc c'est pas qu'il est bougon, c'est juste qu'il veut faire son travail. Son travail, c'est de faire de la technique, c'est de réparer des machines. C'est pas forcément de faire de l'administratif. Et donc la responsabilité de gens comme nous, c'est de leur fournir les outils qui leur rendent la vie facile, qui vont analyser automatiquement, qui vont leur fournir accès à de l'information, à de l'expertise à distance, qui vont automatiser leur tournée pour éviter qu'ils fassent, j'en sais rien, qu'ils passent de Courbevoie à Saint-Maur-des-Fossés et puis qu'après ils retournent encore à la Défense. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose de mieux. Genre, voilà. C'est exactement ce qu'ils font là-bas. Là. Mais voilà, c'est ça. Donc, si vous voulez, c'est le plus gros frein à l'heure actuelle. C'est vraiment ça. C'est vraiment de se poser la question de qu'est-ce qu'on va amener au schmilblick, de faire les choses dans l'ordre. Qu'est-ce qu'on va amener aux techniciens. Il y a 1000, 2000, 3000, 10 000 techniciens à adresser. Si on leur fait gagner chacun 5 minutes, 10 minutes, 1 heure par jour, eh ben, vous multipliez. C'est phénoménal. Stéphane, on a parlé des véhicules connectés. Alors, l'automobile, c'est en pleine révolution. Les véhicules hybrides, les véhicules autonomes, les véhicules connectés. Bon, est-ce que tout le monde a besoin d'un véhicule autonome ? Je ne suis pas certain, mais est-ce que dans votre domaine d'activité, il y a également encore quelques freins à la mise en œuvre ou à la généralisation de ce genre de solution ? Alors, oui. Premièrement, contrairement au smartphone qui nous trace et qui est capable de vous dire où vous avez passé vos vacances, bizarrement, beaucoup de techniciens... Et avec qui ? Et avec qui ? C'est vrai. Beaucoup de techniciens sont encore réticents à partager les données de leur véhicule, la façon dont ils conduisent, la position GPS. Et voilà, on a beaucoup de clients qui aujourd'hui freinent certains projets en interne ou prennent du temps pour laisser les techniciens voir la valeur pour eux. Ils le voient plus comme quelque chose d'intrusif, comme quelque chose où on va leur demander encore plus de productivité. Et donc, ça, c'est vraiment le premier frein. Donc, c'est pourquoi nous, on essaye de développer, alors pareil, moi, je ne suis pas très intelligence artificielle, je préfère dire algorithmie, des algorithmes où on produit de la valeur sans donner de la position GPS. On la donne vraiment quand on n'a pas le choix. Ça, c'est le premier frein. Le deuxième frein, comme on l'expliquait, c'est que les constructeurs, c'est un peu comme le GPS TomTom, ça a mis beaucoup de temps avant d'arriver dans les écrans centrales des véhicules. La télématique, c'est la même chose. Ça veut dire qu'il faut prendre un rendez-vous, ou en tout cas, il faut organiser l'installation de l'équipement. Et dans des métiers de technicien, l'immobilisation d'un véhicule, ça coûte. Et donc ça aussi, c'est un deuxième frein. Il faut arriver à s'insérer dans l'activité au quotidien de nos clients pour pouvoir s'équiper. Et quand on fait quelques calculs, des fois, on peut s'apercevoir que c'est assez coûteux. Donc ça aussi, ça peut retarder l'adoption de cette technologie. Et puis... le dernier frein, je dirais, ça reste encore le coût. On est dans des métiers où, comme on l'a dit, c'est très compétitif. Il y a une recherche de performance économique à tous les niveaux. Et pour le moment, les volumes ne sont pas suffisants pour pouvoir aller atteindre des prix de marché qui permettraient
d'exploser, de faire en sorte que ça devienne un standard. Donc là, on est à la croisée des chemins. Donc les constructeurs font une partie, on fait une partie, les clients font une partie. Et on voit que maintenant, sur les entreprises du CAC 40, on commence à avoir quasiment une entreprise sur deux qui s'y intéresse, fait des tests, voire équipe sa flotte. Quand on parle d'IA, mentionner l'éthique, c'est un TOC. Donc Stéphane, quid de l'éthique des algorithmes quantiques? Alors là, pour le coup, c'est beaucoup plus simple. Nous, on est vraiment sur l'usage du véhicule. Et donc, on est vraiment dans, je dirais, faciliter des choses assez simples comme le parking, tout simplement. Un véhicule qui se gare, on a une position GPS, on sait s'il est sur un parking ou pas. On connaît la grille tarifaire, on est capable de dire s'il y a 1 fois 3 heures, c'est moins cher que 3 fois 1 heure, par exemple. On est capable d'arrêter le paiement quand le véhicule sort. Donc là, il n'y a pas d'éthique, il n'y a absolument aucune donnée personnelle, donc il n'y a pas de sujet de ce côté-là. Je dirais que c'est de la responsabilité des entreprises d'avoir de l'éthique dans l'usage de ces données. Nous, notre rôle, c'est de leur expliquer des choses assez simples, que vous êtes fondé à avoir de la donnée personnelle quand c'est obligatoire pour réaliser votre service. Vous êtes fondé à avoir de la donnée personnelle quand vous voulez préserver vos intérêts contre la fraude, ou quand vous faites du développement de nouveaux produits. En dehors de ça, nous, on est toujours très rigoureux à expliquer, respecter la loi, parce que ça peut créer des vrais problèmes. Donc, c'est assez limité. Nicolas, aussi, quand on parle d'IA, il y a souvent des entreprises qui mettent en route des proof of concept, et c'est toujours un peu délicat de passer à l'échelle, comme on dit, même si on n'est pas pompier. Donc, est-ce que vous constatez également ce phénomène de passage à l'échelle? Clairement, alors pour nous, en termes on va dire de frein, je rejoins vraiment ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le premier frein, c'est un frein humain, donc ces problèmes d'adoption, ils sont vraiment clés, on va dire. Donc nous, on essaie de pallier à ce problème en co-construisant des solutions avec nos clients. Donc le rôle on travaille toujours avec une première étape en fait, qui est ce qu'on appelle un POC, un Proof of Concept. Donc c'est vraiment l'objectif de ce POC en fait, de comprendre le métier du client et de co-construire cette solution de reconnaissance d'image ensemble. Et effectivement, aujourd'hui moins, mais on a eu, peut-être parce que les usages étaient un petit peu moins mûrs, là on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses intéressantes qui se passent autour des professionnels de terrain avec tous les outils dont on parle. Maintenant, on a eu effectivement nous un vrai frein aussi à l'industrialisation de ces POC en fait, c'est-à-dire de trouver un vrai sponsor en interne en fait qui soit capable vraiment de porter le projet, de le déployer au niveau d'un site, au niveau d'un groupe. Et en fait, on a eu un certain nombre d'expériences à nouveau aujourd'hui. Je pense que les clients en fait sont peut-être plus conscients justement du retour sur investissement, de ce que toutes ces nouvelles technologies en fait peuvent leur apporter. Mais on a vraiment eu une difficulté en fait à montrer la valeur en termes de ROI à l'échelle, et donc d'avoir à la fois le sponsoring côté métier, côté achat, etc. Donc c'est vrai que pour nous, ça a toujours été un vrai sujet. Donc aujourd'hui, on essaie de travailler plus par itération en fait, et c'est comme ça qu'on comprend en fait et qu'on crée la valeur avec le client. Mais c'est aussi avec ces POC qui n'ont pas abouti qu'on a appris, on comprend. Voilà, exactement. Ouais. Jean, avant de laisser la parole à la salle, je voudrais que vous sortiez votre boule de cristal pour nous dire ce que vous voyez comme évolution de ce marché, de ces technologies, de ces usages. Allez, dans les 12 à 24 mois, qu'est-ce qui, selon vous, va changer? Alors, 12 à 24 mois, c'est court. Alors moi, je rejoins complètement la logique des petits pas, c'est-à-dire en fait des itérations successives. Je pense qu'il ne faut pas attendre une révolution de telle ou telle technologie ou de tel ou tel usage. Je pense qu'on est plutôt sur des itérations successives, l'intégration de nouvelles technologies dans un flux global de la gestion d'intervention qui apporte de la valeur. Donc typiquement, je ne pense pas que la 5G va révolutionner le monde du field service, vous l'avez compris. Je pense que ce sera quelque chose en plus.
Voilà, donc je n'ai pas forcément une idée très claire de la manière dont les techniciens vont travailler dans 12 ou 24 mois. Ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites manuellement, qui sont des tâches à faible valeur ajoutée, qui peuvent être remplacées par un logiciel. C'est évident. Et moi, je le vois chez nos clients, il y a beaucoup d'actions manuelles qu'on remplace par des algorithmes ou des traitements automatiques, ce qui permet en fait de réaffecter les ressources vers des tâches à plus forte valeur ajoutée. Alors c'est un peu le cas dans le monde des techniciens sur le terrain, mais bon, on a toujours besoin quand même de quelqu'un qui va sur le terrain, voir le client, voir le problème, réaliser l'intervention. Mais c'est beaucoup le cas dans le back-office, les personnes qui sont dans l'entreprise et qui aident à la réalisation des interventions. Et ces personnes-là, jusqu'à présent, ou dans le monde du passé, elles étaient affectées à des tâches très manuelles, typiquement sur la planification. Construire un plan de charge, un planning de route, c'est pas forcément à très forte valeur ajoutée. Potentiellement, la machine, l'algorithme peut le faire mieux qu'un humain, et dans beaucoup de situations, le fait mieux. Et donc voilà, donc on pense que ça va évoluer vers de plus en plus d'automatisme, ce qui va permettre à la productivité, d'augmenter la productivité, ce qui va permettre de se focaliser plutôt sur la qualité de service. Je pense que la qualité de service est devenue le premier driver de nos clients, devant la productivité. C'est vraiment s'assurer que mon intervention terrain, elle est réalisée dans une qualité parfaite, parce que mes techniciens, souvent, c'est la vitrine de mon entreprise. C'est-à-dire que souvent, moi, en tant que client final, le seul lien que je vais avoir avec mon fournisseur, c'est le technicien qui, de temps en temps, vient chez moi. Et donc, ça a intérêt à être parfait. Donc, je donnais l'exemple des télécoms. C'est clairement le cas dans les télécoms. Vous verrez jamais, vous, en tant que particulier, un vendeur de chez Orange ou chez Free. En revanche, le technicien d'Orange ou de Free, c'est lui que vous allez voir. Et donc, vous avez intérêt à avoir une expérience client qui soit parfaite. Voilà. Donc, je pense que c'est plutôt dans ces axes-là que ça va évoluer. Merci Jean. On a le temps pour prendre quelques petites questions. Qui veut poser la première? Alors, comme la première question est toujours la plus difficile à poser, on ne va pas la poser. On va passer directement à la deuxième question. Alors, du coup, un petit mot de conclusion, Jean? Moi, je dirais juste qu'en tout cas, en termes de techno, on parle beaucoup de nouvelles technologies, je pense qu'aujourd'hui, on a tous les éléments pour faire un super projet. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison d'attendre le nouveau terminal, le nouveau réseau, je ne sais pas quoi. En fait, vous avez tout aujourd'hui qui est disponible, et souvent avec des solutions qui sont sur étagère et qui peuvent être testées tout de suite. C'est-à-dire que moi, je suis toujours surpris, en fait, quand on parlait d'inertie tout à l'heure ou de conduite du changement. Moi, je constate pas trop le sujet sur les techniciens eux-mêmes. C'est-à-dire que les techniciens sont plutôt demandeurs. En fait, à partir du moment où vous avez une logique d'outils digital pour les renforcer, pour leur donner de la valeur, ils sont plutôt demandeurs. Et l'inertie, elle est plutôt dans l'entreprise. Il faut changer les habitudes de travail. J'ai un vieux logiciel. Il y a forcément des impacts IT. Et en fait, cette inertie, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu enfin, en tout cas, elle peut être bousculée par le fait qu'il y a beaucoup de solutions qui sont sur étagère, qui peuvent être testées aujourd'hui, sans même faire un cahier des charges. Vous testez la solution, vous pouvez calculer vous-même votre ROI. À la limite, vous n'écoutez pas votre fournisseur qui vous dira toujours qu'il va vous faire gagner des fortunes. Testez et calculez vous-même votre ROI, et vous verrez en fait que ce genre de technologie crée de la valeur souvent tout de suite. C'est-à-dire que souvent, il n'y a même pas de coût d'investissement. C'est-à-dire que vous avez juste de l'OPEX, pas de CAPEX, et donc potentiellement, dès le mois 1, post-déploiement, la solution est rentable. Donc en fait, je suis toujours moi surpris de voir certaines entreprises qui, 2, 3, 4 ans après, n'ont rien fait. C'est-à-dire qu'en fait, le projet n'a pas été perdu, le projet ne s'est pas fait tout simplement. Et ça, je trouve que c'est un gâchis incroyable. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut y aller, quoi. Il n'y a aucune raison d'attendre. Question collégiale, si les gens parmi nos participants souhaitent en savoir plus sur vos solutions, sur quel stand peuvent-ils se rendre, Jean? Le stand Praxedo, il est où? Il est là, mais je ne connais pas le numéro, mais en tout cas, vous le voyez. Il est juste au-dessus, il y a marqué Praxedo. Là, ça, c'est assez facile. Nicolas? Nous, on est au D9, juste à côté de Praxedo. Alors, Jean, ça doit être, pas, D8. Voilà, vous D10, passez par Praxedo, voilà. Et après, on est les gens France dans le sens que tu souhaites. Vincent? C11. T11. C. Ah là, bah oui, parce que je suis pas sûr qu'il y ait un T là. C'est le hall 17. Stéphane, vous avez un stand? On n'est pas présent cette année. Donc, les gens, faut qu'ils viennent vous poser des questions tout de suite. Exactement. Voilà. Bon, écoutez, messieurs, mesdames, il me reste à vous remercier de votre attention et remercier chaleureusement Vincent Canu, Nicolas Cureau,
Jean de Roissia et Stéphane Boutonnet. Merci à tous. Merci. Merci.